Rebonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, on poursuit encore avec le rapatriement de la Constitution. C'est un événement qui est plus complexe. Il faut vraiment en comprendre toutes les répercussions parce que vraiment, il a des impacts jusqu'à ce jour, on peut dire. Hier, ce que je vous disais, c'est que dans la nuit du 4 au 5 novembre, le fédéral et dans le fond les trois principaux représentants du fédéral, Pierre-Éliott Trudeau qui est le premier ministre, le ministre de la Justice qui est Jean Chrétien et Roy Romanow qui est ministre des Affaires intergouvernementales, donc entre les provinces et le fédéral, vont demander au premier ministre anglophone de revenir sur les lieux des négociations et on n'appellera pas la délégation de l'évêque et dans le fond ses principaux conseillers, ses principaux ministres. Il faut comprendre aussi que historiquement, les délégations québécoises, lorsqu'elles séjournent ou lorsqu'elles ont affaire à Ottawa, étant donné que Ottawa est juste à côté de Gatineau, qu'on appelait Hull à l'époque, la délégation québécoise, souvent, va dormir du côté québécois, dans le fond de la rivière des Outaouais. Et donc, ils sont dans leur hôtel à ce moment-là, dans la nuit du 4 novembre. Et René Lévesque est un grand joueur de cartes, donc il aime beaucoup jouer aux cartes avec ses ministres ou son chauffeur ou des choses comme ça. Dans le fond, il ne sera jamais appelé. Et que va faire Trudeau durant cette nuit-là? Ben, il va commencer par s'adresser au premier ministre anglophone en leur disant, écoutez, dans le fond, l'évêque, là, c'est un souverainiste. Il n'y a rien qu'on pourrait lui proposer sur lequel il serait d'accord. Soit dit en passant, l'évêque représentait quand même l'ensemble du peuple québécois et il savait très bien que son projet de souveraineté, il avait fait un référendum en 1980, ça n'avait pas été remporté. Donc, l'évêque négociait de bonne foi pour voir ce qu'il pouvait changer à la Constitution canadienne pour accommoder le Québec. Alors, quand Trudeau dit que c'est un séparatiste, c'est un souverainiste, il n'y a rien qu'on pourrait lui proposer qui lui conviendrait, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est ce qu'il va dire au premier ministre anglophone. Il va même lui dire, écoutez, entendons-nous entre nous, okay, en laissant le Québec de côté. Ensuite, entre francophones, je lui parlerai et nous lui ferons entendre raison. Et ensuite, le Québec pourra, dans le fond, signer la Constitution lui aussi. Et donc, les premiers ministres anglophones et le fédéral vont s'entendre dans la nuit du 4 au 5 novembre 81 pour essentiellement dire, OK, ben, le Canada, on veut qu'il y ait ça en termes dans le fond, de répartition, par exemple, de répartition démographique, de répartition de représentation politique. On veut s'entendre sur tel ou tel point en termes également de la Charte des droits et libertés que Trudeau veut mettre de l'avant. Et donc, on s'entend à 9 provinces anglophones et le fédéral, et la délégation québécoise ne sera jamais contactée durant la nuit. Le lendemain, l'évêque se rend donc à la conférence de presse pour clore les négociations constitutionnelles qui ont eu lieu. Et lui pense que, dans sa déclaration aux médias, il va simplement dire ben voyez, on a essayé, on a négocié, ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça. Mais quand il arrive au matin, il va dire dans son mémoire, dans son autobiographie, il va dire les premiers ministres anglophones avaient même de la difficulté à nous regarder dans les yeux. C'est comme si il se sentait un peu coupable, il se sentait un peu mal à l'aise. Et donc, ce qu'il va dire, c'est complètement abject de nous avoir laissé de côté. On est quand même la deuxième province la plus peuplée du Canada. Et il va dire, en faisant référence à une nuit, dans le fond, qui s'appelle la nuit des longs couteaux ou la nuit de cristal, qui est une nuit, en fait, où Hitler, en 1933, a fait assassiner ses opposants politiques et des groupes également d'opposants au régime nazi durant la nuit, donc par ces généraux et par les SS. L'évêque va dire c'est la nuit des longs couteaux. On nous a trahis, d'accord? Et ça va passer à l'histoire. Du côté québécois, du moins, c'est pas un mythe péquiste. C'est quelque chose qui est accepté dans l'histoire québécoise comme étant un état de fait. On dit, dans le fond, la nuit des longs couteaux, oui, ça existait et c'était une forme de trahison, dans le fond, de Pierre-Éliott Trudeau vis-à-vis de l'évêque.
En passant, dans le reste du Canada, ce n'est pas la même interprétation. Essayez pas de chercher Night of the Long Knives, vous ne le verrez pas, d'accord? Du côté de l'interprétation anglophone, ce que l'on dit généralement, c'est, ben écoutez, l'évêque, effectivement, était un séparatiste, on ne pouvait pas s'entendre avec lui. Et Trudeau, dans le fond, a réussi à faire passer son projet, et dans ce sens-là, a été très, très habile. Donc, deux interprétations radicalement opposées l'une à l'autre. Pour finir, dans le fond, ben, on va poursuivre demain et jeudi à savoir qu'est-ce que le Québec a perdu. Pourquoi est-ce que c'est si dramatique, dans le fond, que le Québec n'ait toujours pas signé la Constitution et pourquoi est-ce que, dans le fond, il a perdu quelque chose dans le fait qu'on ait passé une Constitution sans son accord. Au-delà du symbolique, au-delà, dans le fond, de ce que ça peut représenter, concrètement, qu'a perdu le Québec? Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à jeudi soir pour m'envoyer vos questions. Et ben voilà, portez-vous bien. Au revoir.